Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et voilà, donc ça passe pour Monsieur Bayrou, qui reste donc à Matignon, qui a dit on ne pourra pas avoir ce budget-là pendant des décennies, c'est un budget d'urgence, il fallait le faire. 122 voix contre 122 voix pour la deuxième motion de censure, 128 voix pour la première motion de censure. À l'issue de cette première motion de censure ratée, entre guillemets, pour les Insoumis notamment, Mathilde Panot a pris la parole. Toutes celles et ceux qui vont voir ce budget injuste s'appliquer pourront dire merci non seulement à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, mais aussi à François Hollande et à Olivier Faure. Nous prenons donc acte aujourd'hui que le PS a décidé unilatéralement de rompre avec le nouveau Front populaire. Il renie ainsi l'espoir populaire qu'avait fait naître le nouveau Front populaire et les engagements qu'ils avaient pris devant les électeurs et les électrices. Il renoue surtout avec la politique qui avait été menée sous François Hollande et qui avait dégoûté tant et tant de gens, et nous rappelle qu'Emmanuel Macron est le produit, avant d'être président de la République, du ministre du gouvernement sous François Hollande lorsqu'il était lui-même président. C'est quand même dément de voir que Madame Panot, qui accueillait à bras ouverts François Hollande, vous vous rendez compte ? Un ancien président de la République qui fait partie du nouveau Front populaire. Oui. Et là, elle le renie. Elle le jette comme une vieille éponge. Le PS renie l'espoir populaire. Georges Fenech. Je crois que surtout que le PS revient à une stratégie raisonnable. Ils prennent leur indépendance vis-à-vis d'LFI, ça n'était plus tenable. J'ai encore entendu tout à l'heure la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui a dit à un moment, on n'a pas eu besoin de fusils pour faire tomber le premier gouvernement, vous imaginez. Donc je crois et puis tout le fait d'avoir fait monter l'antisémitisme dans le pays, le Parti socialiste, c'est une question, je crois, vraiment de survie. Il fallait qu'il décroche. Moi j'ai trouvé la position équilibrée d'Olivier Faure en réalité. On n'est pas satisfait de ce budget, mais on veut un budget pour le pays. Voilà. Et je crois que c'est aussi ce qu'on dit, même Bayrou lui-même le dit dans sa déclaration. Donc moi je crois que c'est une bonne nouvelle, me semble-t-il, pour le Parti socialiste, pour la gauche de gouvernement. Et maintenant, LFI va jouer cavalier seul. Louis Ozelter, cavalier seul pour LFI, qui maintenant, j'ai l'impression, ils sont complètement passés à autre chose. Là, ils savent que c'est plié et qu'il reste 2027. Puis là, ils tapent presque plus, on l'a entendu, sur François Hollande et Olivier Faure que sur François Bayrou et Emmanuel Macron, ce qui montre que c'est une phase de guerre des gauches qui est enclenchée. Alors, en fait, il y a plusieurs étapes à scruter. Déjà, le Parti socialiste a déposé une motion de censure qu'on va qualifier de morale, pour donner bonne conscience. Sur les termes utilisés par François Bayrou. Sur la submersion, le sentiment de submersion migratoire. Donc il laisse passer le budget, mais pour se donner bonne conscience, il dépose une motion de censure. C'était pour la forme. Si le RN la vote, ce serait étrange que le RN vote une motion de censure qui pointe ces mots de sentiment de submersion migratoire. Si jamais Marine Le Pen l'a fait voter, le gouvernement tombe. C'est peu probable à ce stade, mais c'est quand même la prochaine étape. Elle est plutôt d'accord qu'il y a un sentiment de submersion. Oui, mais elle a déjà voté des motions de censure qui l'insultaient quasiment quand elle a fait tomber le gouvernement de Michel Barnier. Donc le texte, en général, ne l'a pas. Le contexte n'était pas toujours exactement dérangé. le même. Non, mais bien sûr. Et puis là, c'est moins l'intérêt de Marine Le Pen de faire tomber François Bayrou à court terme. Prochaine étape à scruter ensuite, c'est l'atterrissage de ce qui va se passer entre les partenaires sociaux sur les retraites. Là, on va voir si le Parti socialiste est floué et si c'était une embrouille en réalité de François Bayrou pour gagner du temps, ou s'il y a un résultat qu'il peut faire valoir devant ses électeurs. Je vois quand même difficilement un autre résultat qui puisse faire valoir que mais est-ce qu'on est dans même un an de l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'on est dans la popole, comme on dit dans le jargon, ou est-ce qu'il y a un infime espoir, je déteste ce mot, mais est-ce qu'il y a un infime espoir que le PS français redevienne une sorte de SPD allemand, même si aujourd'hui le SPD ne se porte pas bien. Là, on va être dans les mois de vérité. Ça va se jouer dans les mois qui viennent. Parce que ce sont des sociodémocrates. Est-ce que c'est l'équipe Cazeneuve, Cambadélis, des gens qui sont de gauche, qui sont du PS, mais qui ont des idées, qui font avancer, et c'est la droite, c'est la gauche, qui est structurée, quoi. Et qui est un courant qui a existé en France, c'est-à-dire qu'il y a une filiation politique, il y a eu des présidents, c'est une réalité. Et quelque part, si le gauche et la droite reprennent leurs droits, j'en termine juste par là, on revient à un clivage qui sera peut-être un peu plus intéressant, apaisé, que c'est nous, le RN, qui a quand même été manié par Emmanuel Macron et les macronistes pendant des années. Oui, et puis n'oubliez pas quand même qu'Olivier Faure, il
disons, un homme d'appareil. Et donc, il prépare le congrès. Il est évident que s'il était resté dans la roue d'LFI, il aurait été évincé de la direction du Parti socialiste. Donc je pense que là, vraiment, c'est une très très bonne nouvelle, encore une fois, non seulement pour les socialistes, ceux qui sont amenés à gouverner peut-être un jour, qui reviendront peut-être un jour au pouvoir, mais c'est une bonne nouvelle, vous l'avez dit, pour la démocratie. Parce que on a besoin d'avoir un parti socialiste qui soit un parti raisonnable et de gouvernement, et non pas qu'il soit dans la roue d'un parti qui s'est radicalisé avec Mélenchon. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Pendant ce temps, c'est comme dans les BD, pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon se voit déjà ailleurs. On se projette. 2027 n'est pas loin, il reste une autre chance. Le PS n'est plus là, une partie des écologistes ne sont plus là non plus. Mais alors du coup, un narratif connu, mais il persiste, il signe et le grand mot est lâché. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon ce dimanche à Toulouse. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement ? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Et il y en a assez de passer son temps à faire l'apologie de la tradition. Et ça, c'était dimanche. Écoutez, hier à Nantes. Dans notre pays, 1 personne sur 4 a un grand-parent étranger. 40% de la population parle au moins 2 langues. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération. Bon, alors on a bien compris, Louis Osalter, que c'était des raisons purement électoralistes pour 2027, mais est-ce que ça va marcher ? Alors, c'est la grande question. Déjà, il faut s'arrêter à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon dimanche. Il a aussi parlé de la ruralité, en disant les campagnes se vident, donc allez-y les immigrés, en gros, allez vous installer à la campagne, C'était etc. le fameux discours que Geoffroy Lejeune a très justement qualifié de colonisateur. Et il y a une filiation de Jean-Luc Mélenchon. En fait, il considère vraiment la France profonde comme un ramassis de racistes. D'ailleurs, François Ruffin avait même dit quand il était allé à Hénin-Beaumont, il lui attribuait des propos qui traitaient les électeurs d'Hénin-Beaumont d'alcooliques, de presque tous obèses, etc. Oui, c'est des propos qu'attribuait François Ruffin. Il les aurait traités de bouseux, ça aurait été pareil. Non mais voilà, et l'état d'esprit de Jean-Luc Mélenchon maintenant est vraiment comme ça. Et d'ailleurs, sa pire campagne, il le dit, c'est quand il est allé affronter Marine Le Pen en 2012 à Hénin-Beaumont aux élections législatives. Il a pris une tôle dès le premier tour, il n'est plus jamais revenu. Et c'est là qu'il a compris qu'en fait, son programme ne correspondait pas aux habitants de ces zones rurales, mais aussi périurbaines déclassées. Et en fait, à ce moment-là, il a abandonné cette France-là. Il a acté qu'en fait, cette France-là, c'était des vieux ramassis racistes et qu'on n'en ferait jamais rien. Et là, il s'est tourné vers les immigrés, descendants d'immigrés, habitants de banlieue et musulmans, puisqu'il est jamais à un coup communautariste prêt. Est-ce que ça marche ? Bon, déjà, il y a une question calendrier pour Jean-Luc Mélenchon. D'abord, lui-même, pour son biorhythme, quelque part, il a 73 ans, et c'est pour ça qu'il a plutôt intérêt à ce qu'une élection présidentielle intervienne rapidement, plutôt qu'en 2027. D'où tout ce qu'il fait pour essayer de précipiter. 73 ans, c'est l'âge de Mélenchon, de François Bayrou et de Michel Barnier. Ouais. Tout à fait. C'est l'âge à la mode pour être Premier ministre. Ouais. Mélenchon ne l'a pas encore été récemment. Ensuite, je crois, Jean-Luc Mélenchon est sans doute suffisamment lucide que, certes, cette stratégie peut lui apporter des voix dans la perspective d'un premier tour. Ça a plutôt marché la dernière fois. Il arrive à 20% en 2022 en faisant cette jonction entre des centres-villes bobos, pour résumer, et des électeurs qu'il va chercher chez les abstentionnistes de banlieue, parce que la plupart de ces gens sont en réalité abstentionnistes, désintéressés de la politique. Et c'est en les politisant que Jean-Luc Mélenchon arrive à les attraper là où d'autres partis ne s'y intéressent même pas. En fait, beaucoup de partis, pour eux, les banlieues, les habitants de banlieue, c'est un angle mort. Alors qu'en réalité, je crois qu'ils sont même pas tous de gauche, ils sont pas tous pour la vision socialisante, parfois presque communiste, de Jean-Luc Mélenchon. En conclusion, je pense que ça peut lui apporter des voix pour un premier tour, mais il irrite tellement, il crispe tellement, il fracture tellement qu'au second tour, quelle que soit la configuration, je ne vois pas comment il peut remporter une élection présidentielle. Avant d'entendre Georges sur la question, je voudrais qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon ce soir à Angers sur ce que fait le PS. Moi, j'en parle avec tristesse parce que je vous dis les choses comme elles sont. La stratégie sur laquelle a été construite le mouvement insoumis, c'était « Nous allons créer une gauche de rupture
parce que la gauche qui n'est pas de rupture ne sert à rien. Et que partout dans le monde où il y a une gauche pas de rupture, de centre-gauche, toujours, partout, ça se termine de la même manière, des fachos au pouvoir le coup d'après. L'unité est possible que si la gauche de rupture mène le convoi. Parce que sinon, que se passe-t-il? Les gens n'y croient pas. Et vous croyez qu'après un épisode pareil, on va pouvoir faire croire à qui que ce soit que François Hollande a l'intention d'améliorer leur vie? À personne on peut faire croire un truc pareil. Et alors je vous le dis, c'est plus Olivier Faure qui dirige le PS. Georges Fenech, on reconnaît bien Mélenchon. Dès les années 2000, il disait à tous ces nouveaux adhérents de la France Insoumise, il disait il faut que tout soit insurrection, sinon ça fonctionne pas. Oui, c'est ça. Il faut tout conflictualiser. C'est ça. Hein, mais dans sa tonalité, dans sa façon d'exprimer les choses. Moi, peut-être un peu trop optimiste, mais je ne vois que des bonnes nouvelles en ce moment. Et donc, je crois que c'est le commencement du déclin de Mélenchon. D'abord, il y a eu cette déroute de Louis Boyard, qui se voyait à Villeneuve-Saint-Georges. Battu par une candidate LR. Voilà, il a beau dire le score est meilleur que la dernière fois, mais c'est quand même une défaite. Les LR qui sont en train de bouger quand même, avec plusieurs résultats, 3 résultats en tout cas au moins, à Boulogne, à Francheville et à Villeneuve effectivement en leur faveur. Ça, disons, peut-être préfigure un retour gauche-droite tel que nous l'avons toujours connu sous la Ve République. Il serait temps effectivement que les LR aussi retrouvent de l'oxygène, mais ils sont en train de le retrouver avec Retailleau notamment et la reconstruction qui se prépare. Et je crois qu'aussi la bonne nouvelle, c'est que Mélenchon finalement a jeté le masque quand il a repris à son compte le terme de grand remplacement, qui était autrefois un terme employé uniquement par, disons, l'extrême droite, Renaud Camus, etc. Et donc, est-ce que les Français peuvent entendre ce discours? C'est-à-dire que nous allons remplacer une France, la France éternelle, la France tradition, la France avec sa culture, par la génération là qui arrive là et qui va remplacer, qui va réécrire le roman national. Je pense pas que les Français. D'ailleurs, même sur le thème de l'immigration, à gauche, il y a une majorité pour dire il y a trop d'immigration. Bien sûr. Donc, je crois qu'il a mangé son pain blanc. Ce qui est en train de se passer, ça commence à bouger. Mais sérieusement. oui, mais même les immigrés et les fils d'immigrés, vous en avez un qui vous parle ce soir, sont fiers des 15 siècles d'histoire de France. Bien sûr. Et si mes parents ont choisi, par exemple, de venir ici même, c'est aussi parce qu'il y avait des liens avec la famille depuis des siècles, mais c'est surtout parce que c'était la France et pas un autre pays. Évidemment. Alors, c'était la France de Pompidou, certes, peut-être qu'il est possible de la refaire, cette France-là. 20h44 sur Europe 1. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité. Et juste après, on parlera de politique encore. À tout de suite.